Les gens sont en train d'apparaître. Formidable. Alors, on va laisser les gens s'installer tranquillement. Bienvenue à cette troisième masterclass invitée par l'Association canadienne des sommeliers professionnels. Voilà, il y a un problème du micro, je crois. Parfait. C'est bon? On y va? OK, superbe. Donc, je disais, bienvenue à cette troisième masterclass d'une série de 4 sous l'invitation de l'Association canadienne des sommeliers professionnels, donc du Québec et chapitre du Québec. Et et aujourd'hui, ben, c'est une journée spéciale. On a un invité de marque, je dirais. On est très heureux de l'avoir avec nous, Xavier Tuizat. Bonjour Xavier. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Grand plaisir. Nicolas. Salut. Nicolas qui est avec nous, comme toujours, Nicolas Rocher, donc il est notre collaborateur à Barcelone et au Japon pour tous les projets aromatiques Chartier. Pour la petite histoire, c'est drôle. Au dernier masterclass, Xavier a fait une apparition. Il écoutait notre masterclass et il a posé des questions à la fin. Et je ne savais pas que tu étais là, Xavier. On ne se connaît pas personnellement, mais on se connaît de réputation, je pense. Et c'était la première fois qu'on se parlait de vive voix. Il y a un mois, en début décembre, je crois, mi-décembre. Et on lui a lancé une invitation parce qu'on a senti une bonne vibration de part et d'autre. Et Xavier a accepté l'invitation. Donc, Xavier est avec nous aujourd'hui. Donc, on est très, très heureux. Il faut savoir que Xavier, sommelier en chef du Crillon à Paris, Palace, depuis le début du 20e siècle, 1909. Et Xavier c'est ça, Xavier n'est pas au Crillon depuis 1909 quand même. Alors, diplômé du lycée hôtelier d'Ermitage en 2005, où je suis passé ça ne va pas me rajeunir, mais c'est comme ça, en 92, faire une formation pendant une semaine avec toute l'équipe de Jacques Coron et l'équipe de sommellerie du Québec. Donc, on a 5 jours. Ouais. On en garde un super souvenir. Alors, ça m'a été tout à fait fabuleux. Mais il faut savoir que Xavier est passé de chez Loiseau au Meurice en quelques années à chacun des endroits, chez Gagnère pendant 4 ans comme assistant sommelier, assistant au chef sommelier, à Paris, chef sommelier pendant 4 ans et au Crillon depuis 2014. Donc, félicitations Xavier, sacré parcours. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de discuter entre sommeliers, discuter de ton expérience de sommelier, mais auprès du parce qu'il faut savoir que Xavier est un grand passionné du Japon, de la culture japonaise, de la culture nippone et du saké, bien sûr, avec un savoir incroyable. Xavier est saké samouraï, donc et aussi président depuis 2017 de la Kura Master à Paris, qui est le grand concours de saké annuel de tous les producteurs de saké qui s'inscrivent au concours. Et tous les meilleurs sont là à chaque année et avec un jury incroyable de grands sommeliers célébrés dans les grands concours à Paris, en France, dans le monde, mais pratiquement qu'un jury français, si je ne me trompe pas, et les meilleurs ouvriers de France. Oui, absolument. C'est ça? C'est l'ADN de ce concours, c'est l'interprétation du saké japonais par les sommeliers français et par l'univers du vin français et mondial, comme tu l'as dit François. On a aussi Paz Levinson, très connu sur le continent américain, qui nous suit depuis le début. Et effectivement, c'est important aussi dans notre notation des sakés japonais, on a à peu près 40% de la note qui est dédiée à la capacité gastronomique du saké. Outre l'analyse visuelle, olfactive et gustative, l'équilibre global, on juge surtout sa capacité à nous faire rêver avec la cuisine française et européenne. Ça, c'est important. Donc, je dirais quand même qu'il y a un beau pourcentage dédié à la mise en scène du saké dans les restaurants. Alors, on voit le lien avec ton amour du métier de sommelier. Et c'est directement parce que le métier de sommelier, avant tout, c'est l'harmonie mets et vins. Bien sûr, c'est d'acheter, gérer une cave, un restaurant, mais aussi, avant tout, l'harmonie mets et vins. Donc, c'est bien. Je ne savais pas cette notion-là importante de la Cura Master de Paris. C'est formidable. C'est un petit peu ce qui fait notre réputation au Japon, c'est qu'on n'est pas un concours comme les autres.
Et vraiment, on récompense les plus beaux potentiels gastronomiques. Alors, ça donne parfois lieu à quelques débats parce que le résultat est un petit peu différent par rapport à d'autres concours japonais ou londoniens. Hein. On a des différences de résultats parce que justement, nous, on est plus porté, enfin, les sommeliers, hein, sur l'aspect un petit peu plus kimoto, un peu plus dense, généreux, parce que notre cuisine française est un petit peu plus généreuse aussi. Donc, il y a une complicité comme ça qui s'installe. Donc, c'est très intéressant. Ah, c'est formidable parce que de toute façon, la finalité, que ce soit du saké ou du vin, c'est la table. Hein. Exactement. Donc, Exactement. puis le métier de sommelier, on revient à ça encore une fois, c'est proscrire, de prescrire plutôt des vins qui vont aller avec ce que les gens mangent, ou bien de créer un menu de toutes pièces pour aller avec des vins, ou des sakés, ou des bières, ou peu importe le breuvage. Donc là, de mettre ça en avant comme ça, vous êtes le seul concours à faire ça, à Et mettre oui, en avant la hein? et oui, et oui. C'était vraiment le pari dès le début. On organise un concours, oui, mais on ne fait pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Surtout, alors je prêche ma paroisse, hein, désolé, mais on est la France. La France, c'est la gastronomie, c'est nos fromages, nos vignobles. Donc on a un pays de table, effectivement. Il n'y a pas que nous, hein, évidemment. Mais un concours de saké en France, bon, il fallait quand même penser à la table. Et il y a une histoire d'amour entre la France, spécialement Paris, avec le saké depuis très longtemps. Il y a eu des hauts et des bas, mais il y a une histoire qui est là depuis très longtemps. Il y a une histoire avec la culture japonaise, avec les grands peintres impressionnistes français qui ont été influencés énormément par la culture artistique à la fin du 19e siècle. Donc, c'est pas d'hier. Ce lien-là est très, très fort. Ouais. Oui, absolument. Donc on va plonger dans ce travail-là. J'ai deux questions avant de débuter. La première question, c'est sur les restrictions actuelles. Donc, tu es chef sommelier au Crillon à Paris. Quelques mots, là, comment tu t'es adapté, comment vous vivez ça en ce moment? Alors nous, amical parce que tout ne dépend pas de Paris. L'hôtel de Crillon est rattaché au groupe Rosewood. Le groupe Rosewood qui a une rayonnance aux États-Unis, en Amérique centrale et du Sud, en Asie évidemment. Et le groupe a décidé de fermer les portes de l'hôtel depuis maintenant le deuxième confinement, donc c'est-à-dire à peu près mi-octobre. Ouais. On a quand même fait le click and collect. On essaie de garder le contact avec nos clients par ce biais-là, donc de la vente de restauration emportée, quelques bouteilles aussi sélectionnées. Mais oui, il nous tarde de revenir. Aujourd'hui, les prévisions sont, alors en ce qui nous concerne, en tout cas pour l'hôtellerie, de réouvrir peut-être sur mi-février. C'est une option parce que le gouvernement nous laisserait l'hôtellerie libre. Les restaurants, bien sûr, c'est un flou total. En revanche, on sait déjà, on va travailler sur l'après. C'est-à-dire qu'est-ce que nos clients vont rechercher en revenant. Oui. Peut-être simplifier l'offre, la rendre plus lisible, peut-être aussi garder ce contact avec la clientèle par le digital. Ça restera, à mon avis, essentiel. On a toujours eu un grand défaut en France, c'est qu'on attendait les clients, on attendait leur coup de téléphone en réservation. Maintenant, peut-être qu'il faut faire l'inverse. Il faut aller vers le client par le digital, des newsletters chaque mois, etc. Quelques communications un petit peu différentes. Donc, on travaille là-dessus. Ouais, donc, les palaces doivent, si je comprends bien, les palaces doivent rentrer dans le 21e siècle. Exactement. C'est ça. Hein? On garde notre ADN historique parce qu'au Crillon, Marie-Antoinette y a vécu 4 ans, donc ça reste partie quand même de l'histoire de... Mais effectivement, François, c'est vrai, les palaces doivent maintenant passer au 21e siècle. Complètement. On doit tous s'adapter. Il y a une adaptation, spécialement le milieu de la restauration, de la gastronomie, de l'hôtellerie, est durement touché mondialement. Et on doit tous s'adapter d'une façon ou d'une autre à cette nouvelle réalité-là qui change à tous les jours. On a fait des entrevues je travaille avec Sony au Japon, et on a fait des entrevues avec les grands chefs et Andolé Aduris, c'est celui qui a le mieux capturé le moment de fragilité dans lequel on vit. Je dis, comment tu vois le futur? Il dit, François, le futur, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Mais c'est pas juste aujourd'hui. Le futur change 4 fois dans la même journée. Il dit, comment tu veux qu'on s'adapte? Comment tu veux voir venir? Alors, c'est un peu ça, hein? C'est le moment de... C'est vrai, c'est vrai.
Donc, voilà. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Nicolas? Je t'ai coupé, je crois. Non, pas du tout. J'étais entièrement d'accord sur le fait il fallait s'adapter sur les offres et c'est vrai que c'est intéressant de voir l'évolution future. Comme on dit en japonais, dans le mot crise, fait du mot danger et du mot opportunité, les deux mots ensemble Ouais, je sais pas. sur les kanji et c'est vrai que c'est une philosophie qui est D'accord. intéressante. On espéra qu'on en sortira un peu plus haut, mais pour le moment, on est tous dans le même bateau. Nicolas, comme vous voyez, est avec le kanji et il essaie de comprendre Bravo. l'alphabet. Ouais, c'est juste des dessins, j'y comprends absolument rien, mais ça impressionne toujours les gens quand ils viennent. C'est toi qui les as fait. Donc, hein, tu copies bien. Allez. Xavier, parle-nous donc un peu aussi de saké samouraï. Pour les gens qui ne connaissent pas trop à quoi c'est lié, cette désignation, cette reconnaissance du Japon que tu as reçu. Tu es un saké samouraï. En quelques mots, ce serait intéressant. C'est une distinction qui est souvent reconnue comme étant la plus haute distinction donnée par l'Association des brasseurs de saké japonais. Donc, c'est un consensus entre l'ensemble des producteurs et l'ambassadeur Monji, qui est un ambassadeur de l'UNESCO, enfin, du Japon pour l'UNESCO. Et c'est un comité qui se réunit chaque année, qui donne ce titre à 5 ou 6 personnes dans le monde, hein, donc principalement des Japonais, et aussi quelques étrangers, pour leur connaissance et leur maîtrise de la boisson. Et puis ensuite, pour la capacité à en faire la promotion dans le monde. Donc, j'ai eu l'honneur d'être nommé il y a quelques semaines, en novembre 2020. C'était une vraie surprise, hein, parce que je ne pensais pas du tout décrocher ce titre un jour. Et voilà, donc c'est une nomination par le gouvernement. C'est vraiment très honorifique. Donc maintenant, il faut être à la hauteur de cette mission que m'ont confiée les Japonais. Félicitations. Je pense que c'est dûment mérité. S'il y a quelqu'un qui peut se dire ambassadeur du saké à l'étranger, donc pas au Japon, et à faire reconnaître le saké, faire reconnaître la culture japonaise qui vient avec le saké, parce que du saké, on voit la culture japonaise et qui est très vaste et qui prend un certain temps à comprendre, qui prend une vie, je pense, et peut-être plus. Oui, 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 c'est sûr. Oui, ouais, voilà. Hein. Donc, Non. félicitations, Xavier, c'est formidable. Et à nous de l'expliquer aussi simplement. Oui, voilà. C'est-à-dire que le message doit passer simplement. On ne doit pas se faire une montagne de cette boisson qui, techniquement, et vous êtes, François-Nicolas, bien placé pour le savoir, est très complexe, très capricieuse techniquement. Ah oui. Mais on doit garder, je dirais, cette sensation de facilité pour pouvoir le prescrire au mieux. Alors, justement, c'était une de nos questions dans la partie pour parler aujourd'hui. On est là pour ça, pour parler du service du saké au restaurant. Oui. Et en restaurant, ça inclut l'hôtellerie, ça inclut la gastronomie, tous les événements qui peuvent avoir lieu connexes à ça. Être président d'un concours de saké, on est dans la communication, toujours, que ce soit à 2 personnes à table, un groupe, aux médias. Comment communiquer le saké simplement? C'est l'art de le rendre, comme je le disais, accessible et facile. Il y a une phrase que j'aime bien pour les clients, c'est de dire c'est une boisson qui se situe entre la bière et le vin. Process fermentaire qui est familier au vin, donc une bière de riz en quelque sorte qui se déguste comme un vin. C'est important de mettre ces deux repères, de dire qu'on est entre la bière et le vin, parce que c'est deux boissons connues du monde entier. Et tout d'un coup, ça fait moins peur, parce que beaucoup de personnes ont tendance à le confondre avec un alcool distillé, souvent imbuvable, qui est chinois, hein, en l'occurrence, avec le baijiu ou autre. Et donc non, il faut bien expliquer en premier que c'est une fermenté, issu bien sûr d'un terroir, donc expliquer et faire le lien avec la notion de terroir des vins français. À savoir que le terroir, c'est pour le saké japonais, bien sûr, le riz, qui amènera l'aromatique. L'autre source, qui pour moi est la véritable lame du terroir, hein, lame tactile en bouche, c'est ce qui donne vraiment l'aspect vibrant du lieu. Sur l'homme, le toji, ou le master blender, hein, pour certains, et qui va vraiment amener son expertise de visage humain et surtout mettre en scène ces deux ingrédients que sont l'eau à sa façon
Et c'est une manière aussi pour lui de s'exprimer et d'exprimer un lieu, l'identité d'un lieu. On sait que souvent les toji sont issus d'une guilde locale, régionale. Et bien effectivement, on perd la tradition de ces traditions locales et régionales. Donc effectivement, c'est cette notion de terroir qu'on amène et de leur dire qu'effectivement, aux clients, c'est une boisson digeste, extrêmement complice de la gastronomie. Et ensuite, le dialogue peut se faire. Et comment on présente une carte de restaurant avec de nombreux sakés? On la présente également comme une carte des vins, par région, plus par riz, on va dire plus par cépage, plus par région, plus par style, parce qu'on sait que dans le monde du vin, il y a différentes solutions. Quelle est celle que tu préfères ou... Alors, en ce qui me concerne, à la cave du Cri, j'ai mis la page des sakés. Alors, je l'ai classé, on a champagne, vin blanc, et ensuite la partie de vin étranger, qui est quand même assez conséquente chez nous. Donc, c'est la première page. Et elle est par style. Pour répondre à Nicolas, c'est vraiment par style. Il y a toujours une phrase explicative, la préfecture. Et à côté, je mets une toute petite carte du Japon, mais minuscule à côté du nom, un petit point rouge pour dire c'est ici. On est sur de la géographie, c'est beaucoup plus lisible, compréhensible, et surtout cette phrase en français pour expliquer le style du saké. Une phrase simple. Le client peut s'y retrouver, mais c'est effectivement les styles très épurés. Et ensuite, on va chercher les Kimoto, les Yamahai, les Koshu. Donc voilà, c'est vraiment classé grosso modo du plus dur au plus puissant dans le style. C'est fou comment la géographie est importante dans la reconnaissance, dans l'identification des boissons. Je pense, moi j'ai appris au tout début, avant d'être sommelier, avant de prendre un cours de sommellerie, j'ai appris avec la classe mondiale de Hugh Johnson. Bien sûr, bien sûr. C'est des cartes. Là, on voit tout. Les textes, bien sûr, incroyable, mais les cartes, pour moi, c'est des cartes. Oui. Alors, on se fait une image géographique du goût des lieux, des vins, des terroirs. C'est fabuleux. Donc, avoir fait ça pour le saké, je pense que c'est la bonne route. Ça rassure le client. Il sait où il est, il comprend. Ouais. Alors justement, on peut davantage creuser. Dans le nord, il y a un petit point dans le nord du Japon, donc vous verrez peut-être le riz Goyaku Mangoku. Il y a un point dans le sud, on verra un peu plus l'omachi, etc. Et on peut aussi jauger de la qualité de l'eau en fonction de la région. Donc oui, effectivement, c'est rassurant, c'est ludique, et effectivement, ça permet aussi de tout de suite être plus concret. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que le monde du saké, et comme tu l'as bien précisé, est tellement complexe qu'on ne sait jamais vraiment par où commencer. On se dit, je peux classifier par où, je peux classifier par ça, qu'est-ce qui va être le plus simple à entendre par le client? Et finalement, c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue à l'heure actuelle sur comment tu le vois sur la simplification des choses. Est-ce que tu as bien dit, Xavier, juste être sûr, j'ai bien compris. Donc, les sakés au crayon sont classés dans la partie des vins étrangers, donc avec les vins. Avec les vins, oui, bien sûr. Avec les vins, c'est ça. C'est important. Et pas le mettre sur la carte du bar, parce que j'ai vu mon directeur de N.B. m'a dit, mais pourquoi tu mets des sakés dans la carte des vins et pas avec la carte du bar, entre les gins et les vodkas? Non, parce qu'effectivement, là, il y a une confusion totale. On est bel et bien sur une boisson qui est beaucoup plus proche des vins que des spiritueux. Et si on met les sakés sur une carte de bar, on va tuer le nombre de sakés. Vous pensez que c'est un digestif ou un apéritif spiritueux, et ça, c'est pas possible. Donc, effectivement, c'était la première des choses. C'était bien l'outil de vente, c'est la carte des vins. C'est essentiel. Nombreux cavistes font, en guillemets, cette erreur, hein, on va appeler ça une erreur, mais dans leur catalogue, de toujours mettre le 2, 3, 4, 10 qu'ils ont dans les spiritueux. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Du gars, et, enfin, tous ceux qu'on connaît, en général, c'est toujours oui. Effectivement, en revanche, le plus complexe au début, c'était de débloquer un budget pour acheter des sakés auprès de mon directeur financier. Ça, c'était notre paire de manches, et je pense qu'on est tous les sommeliers qui nous écoutent dans ce cas de figure-là. Hein. On doit rapporter des comptes soit au patron du restaurant, soit à la hiérarchie. Et en réalité, le saké japonais, il a deux vocations. À faire plaisir au client pour vivre l'expérience, donc le client apprend quelque chose, et surtout faire plaisir au patron. Parce qu'il a la capacité aussi de faire les deux, parce que c'est une source d'upselling, de vente additionnelle phénoménale. Vous vendez votre bouteille de vin,
classiquement sur le menu. Et avant de partir, avant de quitter la table, vous dites à votre convive, Madame, Monsieur, je remarque que vous avez une entrée végétale ou iodée. Permettez-moi de vous suggérer un verre de saké japonais pour l'Alliance qui sera vraiment plus qu'une dégustation, une vraie expérience. Vous allez voir la complicité entre les deux. Et en général, le client ne peut pas vous refuser. Et c'est vrai que nous, on parle entre professionnels, donc je peux vous le dire, mais chaque année, l'upselling quotidien de vente de verres de saké, c'est quand même 100 000 € de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Ah oui, quand même. C'est pas rien. À raison de 8 verres par jour, ça fait quand même 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même très conséquent. Et ça, c'est la fabuleuse arme de reprise économique. Parce que vos patrons, vos supérieurs hiérarchiques vont vouloir que vous fassiez du chiffre d'affaires pour la réouverture. Ça, c'est essentiel. On est resté 1 an sans chiffre d'affaires. Oui. On va reprendre d'une façon violente, rythmée. Ça va aller très vite, la reprise. Et donc, la seule arme que vous ayez en plus du vin, c'est le saké japonais, qui va pouvoir vraiment vous aider à l'upselling à toutes les tables. Ça, j'en suis convaincu. Et surtout au verre, les chiffres que tu nous donnes, c'est surtout au verre. Donc, oui, à 80-85%, complètement. Ouais, il y a un peu de bouteille, mais c'est essentiellement en verre, complètement. D'où le prix. Le prix est important aussi. Oui, exactement. Donc, et bon, bien sûr, tu es dans un palace, donc les gens sont ouverts. Pas que sky the limit, c'est pas dans cette mentalité-là que je vois le vin ou le saké. Mais dans le sens, excuse-moi, comme les gens sont prêts à vivre une nouvelle expérience, bien sûr, il y a une palette de types de saké et de niveaux, de hiérarchie, de prix différents où les gens se laissent aller, même au verre, sans problème. Complètement. Parce qu'effectivement, c'est une boisson qui a beaucoup de visages. Oui. Entre un Daiginjo pur et fin, entre un Kosho, un Kimoto. Et à chaque fois, donc bien sûr, l'idée, c'est de commencer par des sakés. Une fois que le client revient chez vous, vous lui faites goûter un autre style de saké, il apprend encore plus de choses, il est encore surpris, enfin, c'est comme ça que ça se passe chez nous, et il se dit, mais c'est sans fin. Et il apprend des choses à chaque fois. Et je pense qu'un restaurant aujourd'hui doit être aussi un petit peu comme une école. On doit venir pour apprendre quelque chose. Ah oui, 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 absolument. On ne va pas au restaurant pour aller prendre un cours, mais il y a de façon Anecdotique, voilà. intraveineuse, subtile. Ouais. Tout à fait, anecdotique. Une petite information par soirée, c'est sympathique. Bah, il y a une information qui était sortie, c'est que finalement, les gens vont au restaurant pour la cuisine, pour manger réellement. C'est le 3e objectif des clients au restaurant. Le premier n'est pas de manger finalement. C'était vraiment l'expérience globale, apprendre le service, l'accueil. Et finalement, désolé pour les chefs, mais étant quelqu'un de la salle également, on aime le rappeler. Je suis d'accord. Ouais, tu as bien dit le mot expérience, Nicolas. Et Xavier, tantôt, tu parlais aussi comment c'est une plus-value le saké. Et c'est au niveau de l'expérience qu'il va apporter aux clients et aussi aux propriétaires de restaurants ou de l'hôtel où tu es. Donc, et le mot expérience est un mot clé au niveau du marketing aujourd'hui. Il y a 2 mots clés, c'est l'expérience et le storytelling. Les gens veulent vivre une nouvelle expérience d'achat sans avoir l'impression d'acheter, que ce soit un téléphone, une voiture, peu importe ce que c'est. Et ils veulent une histoire qui vient avec. Ça prend un storytelling. Et le saké a ces 2 mots puissants-là, et par des ambassadeurs comme toi, avec l'expérience de terrain pour pouvoir véhiculer ces 2 faits d'armes importants pour faire reconnaître, faire connaître, faire apprécier le saké. Absolument. J'ai une question sur, comme tu es sur la scène parisienne et depuis très longtemps, comment vois-tu l'évolution du saké? Par exemple, toi maintenant, un nouveau sommelier qui rentre au Crillon, tu vois qu'il a déjà cette culture du saké qu'il n'y avait pas il y a peut-être 15 ans, parce que je pense qu'il y a 15 ans, quand on a tous commencé, le saké devait être inconnu. Exactement. Et à l'heure actuelle, par exemple, quand des nouveaux sommeliers arrivent, tu vois qu'il y a déjà un intérêt pour ceci. Tu sens que la formation est plus simple parce que je doute. Tu dois quand même continuer à les former et à les intéresser. Mais effectivement, on voit une évolution. Ça, c'est important de ouais. le souligner. Il y a une sensibilisation qui a été faite à l'école qui est remarquable. Dans nos lycées hôteliers français, maintenant, on aborde le saké japonais. Effectivement, il y a surtout, plus que de la maîtrise, mais il y a surtout de la curiosité. Ils ont vraiment envie de creuser et je trouve qu'on a des jeunes de plus en plus audacieux qui n'hésitent pas à aller proposer du saké japonais aux clients
Nicolas et François, vous savez très bien, dans les années 2000, 90-2000, le sommelier, c'était la grande bouteille de vin, il était focus là-dessus, et c'était un crime de lèse-majesté que d'aller proposer autre chose. Là, aujourd'hui, le sommelier d'aujourd'hui est conscient qu'il est l'ambassadeur de toutes les boissons, le thé, le café, les apéritifs, le vin, le champagne, le saké, les bières. Donc ça, c'est important. Et effectivement, il y a plus cet esprit de curiosité et d'audace que effectivement je n'avais pas il y a 15 ans, c'est certain. Donc c'est bon signe. On voit des restaurants plus décontractés, plus cet esprit un peu néo-bistrot aussi qui arrive, plus libéré des codes. Ça, c'est intéressant. Et donc, on revient à l'expérience. Donc, toujours ça, c'est de vivre une nouvelle expérience. Le vin va toujours rester le cœur des sommeliers, le cœur des amateurs de vin, mais les bières, les whiskies, tout, les thés, il y a tellement d'expérience à vivre au niveau harmonie et on n'a pas besoin toujours d'avoir de l'alcool dans un verre pour vivre un grand moment, qu'on soit amateur de boissons ou qu'on ne boive pas d'alcool. Je pense que c'est important de pouvoir le vivre de différentes façons. Donc, c'est comme manger. Hein? Absolument. Et de toute façon, pour les Japonais, boire du saké, c'est manger. Ça fait partie, c'est un aliment sur la table avec les vins. Indissociable. Et oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que les Japonais ne vivent pas l'harmonie avec le saké de la même façon qu'on le vit en Occident en général, où souvent ils vont boire le saké avec la nourriture dans la bouche en même temps parce qu'ils sont en train de manger plusieurs choses. Donc, bon, il y a différentes écoles, différentes manières de penser, mais c'est un geste naturel complètement différent. Ouais. Et pour le service en restaurant, je pense qu'au Crillon, et vu que tu en as parlé, c'est dans des verres à vin, surtout, où il y a une idée de travailler sur les traditionnels hot choco. Parce que j'ai souvent un petit peu les deux philosophies, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, c'est de dire on respecte la tradition japonaise, on va sur des hot choco, il faut respecter ça parce que c'est une boisson qui a 2000 ans. Et il y a l'autre version, peut-être un peu plus française, parce que je pense qu'on est sur la même ligne, de dire non, verre à vin, on met en valeur notre boisson, on peut décanter, on peut travailler là-dessus. Est-ce que comment Pour être transparent, j'ai les deux modèles. En fait, j'ai un autre choco transparent, sublime, qui est assez haut d'ailleurs, hein, mais tout transparent en cristal, une grande finesse de verre, mais en forme de choco, et le verre à vin. Alors, grosso modo, quand on est sur des styles fins, purs, raffinés, délicats, précis, là, je vais chercher le verre à vin. Parce qu'effectivement, il y a un geste dans l'aromatique qui est plus proche du vin. Les codes aussi, hein, les codes sont plus proches du vin. Quand je vais chercher un saké que je peux faire chauffer, ça on le verra tout à l'heure avec les plats, dès que je fais chauffer ou dès qu'il y a une structure, une densité un peu plus importante, où le nez est plus évident, là je rentre dans ce très bel choco. Parce que aussi de temps en temps c'est important de poser le verre sur table. Quand je fais par exemple des accords mets et vins inclus avec une dégustation, je pose l'autre choco sur table, transparent, et les gens ne savent pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas de pied. Ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce verre? Donc il y a toujours une première interrogation, et ensuite le saké japonais arrive, et là on peut en parler. Donc je pense que c'est partie de la mise en scène, de respecter aussi cette tradition, mais définitivement, à table, oui, l'outil du verre à vin est très important. Oui, sur tous les menus dégustation, un accord avec le saké est réalisé au crayon, enfin, ou sur les accords, à chaque fois, il y a… Oui, en fait, quand on choisit le menu au gastronomique, on peut aussi donc, choisir l'alliance mets et vins. Et il est vrai que dans l'alliance mets et vins, il y a une séquence tout le temps dédiée au saké japonais. Ça peut être sur l'entrée, mais sur le fromage, sur le foie gras, en dessert. Il y a plein de choses, des kijushu. Donc on s'amuse beaucoup. Et c'est pas seulement que pour le végétal, le iode, comme on peut imaginer pour être plus simple. Non, on va chercher un peu plus loin. Et c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'à un moment donné, ça va tomber. Le client ne sait pas quand, mais ça va tomber. Même mes sommeliers, hein, quand je prépare les accords, que je leur montre la copie finale, ils se disent, mais alors, à quel moment est-ce qu'il a mis le saké cette fois-ci? Donc, on s'amuse plutôt bien. J'aime bien la façon que tu dis ça, ça va tomber. Puis je fais le lien avec l'expression que le saké est le next big thing. Donc, on entend parler depuis 10 ans que le saké, c'est la prochaine grosse affaire dans l'univers des boissons. Donc, c'est pas arrivé encore, même si le saké a gagné je ne dis pas des lettres de noblesse, il a toujours eu des lettres de noblesse, il a gagné beaucoup plus d'espace médiatique.
et dans le verre. Ouais. Complètement. Et maintenant, les gens vivent avec. Les gens sont conscients qu'il y a une boisson qui fait partie de la scène gastronomique. Et effectivement, comme on dit, c'est the next big thing, c'est le saké. Parlons un peu harmonie. On a Ouais. mis des photos. On a demandé à Xavier, j'ai fait la même chose à Nicolas, 2-3 coups de cœur, parce que je trouve que c'est la meilleure façon de bien parler de l'harmonie saké mais avec les choses qui viennent nous chercher. Ici, c'est une belle photo que Nico a mis. Je laisserai Nico présenter parce que c'est une grande sommelière de saké de Barcelone. Oui. Oui, juste il fallait une photo pour représenter. C'est vrai que c'est Suzy et Sébastien. C'est un couple qui fait énormément pour le saké sur Barcelone en promotion. Et ils ont même travaillé à l'hôtel édition, donc avec un bar à saké. Et c'était vraiment totalement novateur. Et il faut rendre hommage aux gens qui poussent un petit peu. Donc à Barcelone, voilà, c'est Suzy et Sébastien. Importateur de saké, et lui est un chef qui a travaillé avec les frères Ria, et ils sont des grands créateurs là, avec le saké, c'est très intéressant. Donc oui, j'ai demandé, on va partager chacun 3 coups de cœur d'harmonie, de moments forts, parce qu'on en vit tous, on est toujours en train de déguster, de travailler et de vivre aussi, parce qu'il faut manger 2 fois par jour au moins, où il pourrait y avoir du vin et du saké et autre chose sur la table. Peut-être plus que 2 fois, ça dépend des gens et des cultures. Donc, et je pense que c'est une bonne façon d'entrer en scène. Donc, peut-être, Xavier, tu pourrais commencer. C'est moi qui ai l'honneur. Nous envoyer. Oui, à toi l'honneur. Avec plaisir. C'est 3 créations de l'hôtel de Crillon que je voulais partager avec vous et vous montrer à quel point on peut vraiment avoir des styles différents, tant dans l'assiette que dans le verre, avec les différents sakés. Je vais commencer avec la tomate, qui est en haut à droite, effectivement. C'est une tomate où on a beaucoup de tomates anciennes, hein, la cœur de bœuf, noir de Crimée. Donc là, derrière, c'est une mousse au basilic. La gelée que vous voyez sur l'assiette, la gelée, c'est une gelée à l'eau de tomate. Donc vraiment l'esprit très végétal, très frais, rafraîchissant, désaltérant. Sur le côté, le chef a mis une petite mouillette. Vous savez, la tradition qu'on a quand on est petit avec d'aller chercher la sauce comme ça pour l'eau de tomate. Mais en réalité, ça appelle un style de saké, donc bien sûr de début de repas. Le style Junmai Daiginjo reste pour moi essentiel. En méthode moderne, l'aspect floral, peut-être aussi fenouil, anisé dans les sakés qui est toujours remarquable. Je sais pas, on peut parler de maison, François ou... Ah oui, bien sûr, on est là pour partager, il n'y a pas de... Oui, absolument. Vous voyez, là j'ai vu dans la slide d'avant, la maison Matsumoto à Kyoto, ça c'est idéal, c'est remarquable, de précision, de fraîcheur. Et ça, je dirais que c'est l'accord d'éducation. Le client, quand il commence par ce type d'accord sur le registre végétal et frais en entrée, avec un Junmai Daiginjo d'un style très épuré, très moderne, c'est très compréhensible parce que c'est direct, c'est pur, c'est frais. On est dans la justesse. On est bien d'accord, les Junmai Daiginjo sont de grands sakés, mais aussi des sakés pour apprécier le saké, apprendre à apprécier le saké. Ils ont un naturel, un exotisme sans être comme un Gewürztraminer, là. Ils ont un exotisme, un côté exubérant, mais avec toute la retenue japonaise. Parce que c'est un peu un Riesling ou un Sauvignon blanc, on pourrait dire. Oui, exactement. Un peu l'idée après. Moderne. Oui, tu as bien dit moderne et je pense que le mot est bien placé. À gauche, vous retrouverez le champignon de Paris, qui est monté en émulsion avec de la cardamome noire qui est déposée sur le dessus, que vous voyez, et quelques, bien sûr, champignons shimeji et enoki qu'on peut deviner. Donc, bien sûr, le champignon vient de la terre. On va donc, dans le verre, retourner à la terre avec un type de saké que j'aime beaucoup, qui est l'esprit, bien sûr, d'Ekimoto, où on peut retrouver cette authenticité, presque cette rusticité, mais cette belle rusticité japonaise, authentique, qui parfois nous délivre des notes un peu sous-bois, terre mouillée, champignons, qui est une alliance remarquable. Alors bien sûr, les styles Kimoto sont assez remarquables et bien maîtrisés,
Il y a un style que j'aime bien parce que ça fait partie des vieilles maisons qui fait comme ça, c'est Daiichi, dans le nord du Japon, qui est assez remarquable et qui, bien sûr, crée une alliance sublime. François, toi qui adore l'harmonie, j'avais aussi une autre option pour ce champignon et l'aspect terreux. J'allais chercher de temps en temps un thé-puer. Oui, Le tout à fait. thé-puer qui a cette capacité aussi de créer un lien assez intéressant sur la cuisine, comme ça un peu terreuse. Ah oui, les TPR sentent, les grands TPR sentent la terre humide, la géosmine. C'est vraiment cette notion terre humide qui va formidablement avec tout ce qui est champignons, les vieux cheddar, les très, très vieux cheddar, les vrais cheddar, là, qui ont ce côté-là, terre humide, la croûte du reblochon fermier, la peau de la figue fraîche. On est vraiment dans cet univers-là. Les whiskies, bien sûr, écossais, les grands scotch, c'est cet univers. Hein. On peut s'amuser énormément là, au niveau harmonie à table avec différents liquides et différents solides et complexifier des plats qui sont. Mais le plat est magique, il est beau et on le sent. Moi, je le sens, ce plat. Quand j'ai vu la photo, tu me l'as envoyée ce matin, je suis wow. Et alors, l'assiette, je voyais. L'assiette, je ne sais pas si vous avez reconnu, c'est un dessous de champignons. Oui. Ouais. Pas beaucoup, Ah non, c'est magique. Et oui, mais je savais que j'étais stimulé avec ce thé-puer, j'en étais sûr. C'est ça, oui, je suis facile à partir. Et on termine avec ce foie gras poêlé, extrêmement important, foie gras poêlé. Et là, pour le coup, je vais chercher des junmai avec un taux de polissage très haut. Enfin, j'entends faible, enfin, vous voyez, 70% minimum, 70, 75, 80, 90. Parce que je vais chercher un maximum d'intensité de volume. Parce que ce saké, je vais le monter à 35 degrés, 37 température de peau. Pourquoi? Parce qu'en le chauffant, donc c'est le junmai tout court, hein, on va donner une sensation plus suave qui va enrober la texture fondante du foie gras. Bouillon au réfort pour faire un écho aromatique. Le réfort, souvent avec les junmai peu polis, on a cet aspect-là un petit peu réfort qui peut apparaître. Oui. La combinaison est sublime. Et c'est une mise en scène pour le sommelier où il peut faire son bain-marie devant le client. Il y a très belle poterie japonaise pour faire ça. On peut aussi interpeller le client en disant, regardez, vous pouvez prendre la température, parce qu'il y a des thermomètres qu'on peut mettre dans le saké pour vérifier. À 37 degrés, on peut se servir. Donc, il y a peut-être une interaction aussi à faire. Mais sincèrement, le saké chauffé, suave, il enrobe cette texture fondante de foie gras, c'est absolument sublime, c'est majeur comme accord. Et ça fait vivre l'expérience du client, encore une fois. Donc, ouais, pour moi, c'est les trois chemins à utiliser pour le saké japonais. J'aime bien que tu parles de la chauffe du saké parce que, bien sûr, on parlait au tout début que beaucoup de gens ont à apprendre qu'est-ce que le saké véritablement parce qu'on a été mal éduqués par le saké en général dans le monde entier, à l'extérieur du Japon, avec des sakés chauffés, mais ultra chauffés. Oui. Clairement de mauvaise qualité, Oui. donc, et que les gens s'envoyaient à l'heure de la cravate. Donc, au final, les gens sont un peu bourrés et on pense que c'est un alcool fort. Hein? C'est un peu de là vient l'idée que le saké est un alcool fort quand il ne l'est pas. C'est comme le vin, ouais. Donc, par contre, les grands sakés, dans des harmonies comme ça, méritent d'être chauffés. Donc, ça, c'est un fait. Oui, c'est un fait très important. Et ce qui montre la polyvalence du saké, parce que le même saké que tu as chauffé, que tu proposes pour ce plat, bien, peut être servi froid aussi, et Bien dans sûr. un autre contexte. En fromage, tout à fait, avec les fromages, on peut Voilà. utiliser des junmai peu polis avec le fromage, et sitôt qu'on les chauffe, il a un visage différent, ce qui nous permet d'aller chercher des textures fondantes comme le foie gras. Ouais, tout à fait. Et c'est pas péjoratif, hein, c'est pas réducteur que de chauffer un saké, en tout cas de le tiédir. Je sais qu'il y a parfois un blocage qui peut être fait par les professionnels. Pas du tout, hein. Là, ça peut être très très noble. Et alors l'idéal, c'est un kimoto de junmai tout court, peu poli. Là, on est dans l'excellence. Complètement. J'aime bien aussi, tu as choisi bon, c'est parce que ça m'amène tellement de sujets. Tu as choisi un saké de haut polissage, donc ce qui veut dire faible polissage, tu as 70%. Ça veut dire qu'on a retiré seulement 30% du grain de riz à 70%. Et là aussi, en ce moment, comme il y a une course folle, en guillemets, folle, je ne sais pas, mais il y a une course au polissage, à l'ultra-polissage pour faire des grands sakés.
j'aime bien l'idée que tu puisses proposer un saké à 70% ou à 80 ou à 90 pour démontrer justement que la qualité n'est pas toujours liée au degré de polissage. Je ne sais pas ce que tu en penses, François et Nicolas, mais à mon sens, de tout ce que j'ai goûté, jusqu'à 35% restant, c'est intéressant. Et je pense qu'après 35, il y a quand même pas mal de marketing parce que la nuance, elle est quand même extrêmement infime. Hein. Faut être réaliste. Moi, j'ai goûté des 8%, des 7%. OK, mais 35, pour moi, c'est la limite basse intéressante. Je dirais après, on va dans une course, tu l'as dit, folle, qui n'est pas forcément bonne pour le saké japonais, je pense. Bien sûr, on fait souvent l'image de style ou la boutade dans les conférences qu'on donne, de dire je connais aucun vigneron qui va peler ses raisins avant de faire du vin. Dans la peau. Bien, oui, voilà. Donc, bon, bien sûr, mais c'est pas. Oui, la nuance, oui, je comprends. Oui, voilà, exactement. Le riz et le raisin et le raisin. C'est deux choses, mais ça donne un état d'esprit un peu. Dans la coquille extérieure du riz, il y a énormément de précurseurs d'arômes, des acides aminés, des acides. Donc, il y a plein de choses très importantes. Donc, bien sûr, il faut polir un peu pour enlever les choses qu'on ne veut pas, mais à trop polir, on peut perdre la complexité. Donc, et certains sakés très polis, 7-8%, rajoutent souvent des additifs parce que les fermentations ne partent pas, parce qu'on n'y arrive pas. Donc, à partir du moment où moi, dans ma philosophie, j'ai enlevé pour rajouter, en fait, il ne fallait peut-être pas juste y toucher. Ça aurait été bien. Très pragmatique, hein, mais oui, c'est le bon sens. Très inspirant, les accords. Xavier, ça nous donne envie d'aller s'attabler au crayon aussitôt que la nature va nous permettre de voyager, de revoyager. On y ira, ça c'est certain. Merci de ce beau partage. Nicolas, tu nous fais voyager. Ce qui était incroyable, c'est que j'ai reçu les photos que vous avez ce matin et l'un de mes accords était également sur le foie gras. Moi, on va dire, les accords, c'était plus des surprises de vie. On va dire, je suis dans le monde du saké depuis plus récemment, donc avec des découvertes. Et c'était le premier vraiment grand accord sur le saké où j'ai découvert le saké. Je me souviens, on venait d'arriver à Tokyo, on était allé à Sushi-M et on avait eu ce morceau de foie gras, juste poêlé avec la gelée, le riz. C'était pas simplement du vinaigre de riz. Il y avait ce vinaigre de riz, mais un peu plus intense, ça se voit la couleur. Et on avait eu moi, je vais la bouteille en plus juste ici parce que c'est un grand accord. Bon, elle est juste là. On a ramené de ces bouteilles à Barcelone, c'était trop bon. Matsumishi, et donc en fait, on est sur un kishoshu, donc on remplace l'eau par le saké dans le processus. On avait vu ça sur la première masterclass, vieilli en fût, et on trouvait un côté vieux sauterne également sur des températures plus élevées, et un accord fabuleux parce qu'on avait ce côté légèrement sucré qui enrobait le foie gras, mais à la différence pour moi des sauternes, on n'avait pas cette acidité qui peut être dérangeante. On avait quelque chose de très crémeux en bouche. On avait le riz qui venait compléter. Et c'est souvent j'aime dire que le saké fait des accords de politesse. Et on était vraiment dans le côté, les deux s'entendaient parfaitement ensemble. Et c'était fabuleux. Et c'était vraiment ma première grande expérience en me disant, d'accord, le saké est très versatile et les différents styles existent. J'étais là, on était ensemble chez Sushi Show. Déjà, la chance de manger chez Sushi Show à Tokyo. Oui, c'est pas tout. Ils font vieillir leur poisson de façon exceptionnelle. Et ce saké, qui est un koshu, mais kishushu, donc, et comme Nicolas disait, dans lequel on remplace l'eau par du saké dans le processus. Donc, mais on a vraiment l'impression de mettre le nez et de le prendre en bouche, d'avoir un grand sauterne vieilli. Donc, mais en même temps, avec quelque chose d'autre qui nous amène ailleurs et une texture et un côté terre humide un peu aussi. Ça me faisait penser au plat, à ton plat tantôt, Xavier, de champignons. Ça serait probablement trop puissant, mais il y a quelque chose, il y a un lien entre les deux. Il y avait cette option sautolon, pas du tout? Oui, totalement. Totalement, on était sur le côté vieux sauterne au nez, mais en bouche, il y avait vraiment ce côté beaucoup plus rond, beaucoup plus aimable que sur certains vieux Jerez. Mais c'est fabuleux. Bon, il me reste une bouteille à la maison. À Paris bientôt. Au milieu, ça, c'était on va dire, première création. On avait fait ça au restaurant. Je trouve ce qui est intéressant sur le saké, quand on crée avec des plats, des accords, comme les connaissances étaient moindres, on se laisse plus facilement transporter par les arômes. On a moins de préjugés. Donc, c'est-à-dire, rapidement, je sens un vin blanc, je me dis, je vais aller là-dessus parce que je sais que ça marche. Comme les sakés
j'avais moins de connaissances sur les accords. Rapidement, en fait, c'est le saké qui venait me dire avec quoi tu peux aller. Donc, on a mis le nez dans ce saké et ça sentait le cacao, mais à plein nez, le cacao torréfié. On est sur un 3U, comme dit Philippe Harper, donc unfiltered, undiluted and unpasteurized. Il est vieilli, donc c'est assez aromatique, mais vraiment très puissant au nez sur le cacao noir, sur le cacao toasté. Et ce jour-là, on était en plein hiver, le chef commençait à travailler sur un lièvre à la royale. Et on sait que dans le lièvre à la royale, si on peut rajouter un peu de chocolat noir, ça permet de lier la sauce, donner des notes de sous-bois. On revient sur ces notes-là. Et c'était l'un des premiers accords. On était d'ailleurs avec François Chartier sur ce menu. Et on a sorti ce saké-là. Et c'était vraiment pour moi l'un des premiers accords également. On s'était dit, on peut commencer à créer. Donc, pour les sommets qui écoutent, c'est très intéressant pour moi. Ça m'a vraiment marqué de me dire, ça faisait longtemps que ce n'était pas la boisson qui m'avait amené au plat parce que je n'avais plus aucun préjugé. Je pouvais aller vraiment beaucoup plus loin. Et juste pour les arômes, me dire où est-ce que je peux placer ces choses-là. Et ce qui démontre très bien, Nicolas, la science d'harmonie moléculaire, dans le sens où, quand il y a harmonie aromatique, ça fonctionne. On comprend? L'acidité, le sucré, le salé est plus important. Ils vont jouer un rôle, bien sûr, mais quand il y a harmonie aromatique, il y a rencontre entre le cacao, la réduction du plat avec le saké qui était cacaoté à plein nez et qui avait même un côté presque giboyeux, bien là, 1 + 1 = 3. Donc, on va au-delà. Donc, tu as suivi ton nez et c'est ce que je dis toujours aux jeunes sommeliers, comme aux plus vieux aussi. Il faut suivre son nez, il faut écouter son nez. Donc, ça nous ouvre des portes. Ce n'est pas la seule porte, bien sûr. L'harmonie aromatique n'est pas la seule porte, mais c'est une porte très intéressante et ce plat avec le saké le prouve. Et ce que ça m'amène à l'esprit, je serais curieux de refaire l'harmonie, Nicolas, mais en chauffant ce saké. Oui. Parce que les commentaires de Xavier tantôt sur le foie gras, j'ai bien aimé comment tu as amené les commentaires, comment en chauffant le Junmai Kimoto que tu avais servi a permis d'envelopper le plat venu, donner de la texture et l'épouser à fond au niveau de texture. Mais je pense qu'on aurait, en plus de l'harmonie aromatique, on aurait ce volume-là parce que c'est un plat quand même assez puissant. Complètement, ouais. Bravo, c'est audacieux parce que s'attaquer à un monument qui est le lièvre à la royale. C'est le beau côté de vivre à Barcelone, le monument de lièvre à la royale, il est dans mon cœur, mais c'est vrai que les gens en Espagne le portent dans leur cœur également, mais pas au niveau français. Donc les expériences sont plus faciles ici. D'ailleurs, là, ça me fait penser à autre chose parce que dans ma tête, ça marche comme ça, dans mon esprit. On a fait une recherche qu'on n'a pas trouvée encore sur le lièvre à la royale pour un autre projet harmonique, bien sûr. À quel moment dans l'histoire le chocolat est apparu dans le lièvre à la royale? Parce qu'il y a toujours, au lieu de mettre une noix de beurre à la fin, on met un morceau de chocolat noir, on lit le lièvre à la royale. C'est devenu un classique. Mais on a cherché, on n'a pas trouvé encore. Donc, je lance l'appel. Si jamais il y a quelqu'un qui a la bonne histoire par rapport à ça, faites-nous suivre la réponse. Le saké, juste pour rendre toujours hommage aux producteurs, c'est Mutemuka. On est sur l'île de Shikoku, donc au sud de Tokyo, enfin l'une des îles en dessous. Ouais. Et le dernier accord, pour moi, c'est juste l'accord de la simplicité en fait sur le saké. J'adore les pommes de terre rades de Noirmoutier avec du beurre. C'est le petit plat plaisir. Et un jour, j'avais ce Masumi Sparkling Saké qui est souvent reconnu dans la préfecture de Nagano comme l'un des grands sakés pétillants réalisés. Et j'ai trouvé un accord fabuleux. Alors, c'est une pomme de terre avec du beurre. Des fois, il ne faut pas beaucoup plus pour faire des accords. Je trouvais les bulles qui allégeaient le plat, le côté fermentaire, le côté amidon sans doute de la pomme de terre qui venait l'accompagner. On avait quelque chose de très gras, ça amenait de la légèreté. Et là où souvent, moi, sur ces pommes de terre-là, j'avais beaucoup de mal à trouver du vin. Mais comme le saké est l'opposé du vin, en général, là où le vin ne va pas, le saké va. C'est ce qu'on dit. Et dans ce cas-là, c'était ça. Donc, je suis désolé pour la présentation de l'assiette, mais c'était chez moi. Donc, j'étais un peu limite. Mais, voilà. Donc, ça, c'était vraiment un des accords. Et en plus, sur une nouvelle génération et sur des nouveaux sakés qui commencent à être produits avec des nouvelles idées où je pense que le monde du saké est vraiment infini. Et une fois de plus, hormis les sakés huîtres qui marchent très, très bien, mais c'était 3 accords complètement différents qui, pour moi, montrent la versatilité du saké et comment on peut aller sur des choses complètement folles. Bravo. Et c'est probablement un des meilleurs sakés sparkling mousseux. Hein. Pour moi c'est un des meilleurs à ce jour. Ah oui. Ouais, ah oui. Bon, voilà, fin de la conférence. Tout le monde est d'accord. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Plein de fermentation en bouteille en plus. Non, c'est super. Ouais. La précision qu'il y a dedans, je trouve, c'est une précision assez incroyable quand même pour du saké. Enfin, il faut connaître les processus, mais quand on pense, c'est pas juste une simple fermentation en bouteille. Enfin, c'est très compliqué d'avoir réussi à trouver ça. C'est
C'est fabuleux. Ce qui est étonnant dans les sakés mousseux, pas les nigori, là, les sakés limpides, ça nous est arrivé de goûter des sakés gazéifiés, donc, mais d'une qualité incroyable. Donc, les vins mousseux, gazéifiés, bon, pas toujours évident. Hein. La bulle est difficile, hein? Mais en saké, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Hein. Je n'ai pas une expérience séculaire en saké mousseux, mais j'en ai goûté quand même pas mal. Et c'est intéressant. Bon, bien sûr, ici, on est en refermentation en bouteille. C'est grand niveau. Là. Il y a même un tabou en Europe, c'est la fameuse méthode Charmat, qui est un peu décriée en disant oh, vous faites du Charmat sur des vins, c'est pas bien. Mais sur le saké, ça marche, mais c'est fabuleux. Hein. Et Charmat saké, moi j'ai goûté. Waouh! D'ailleurs, le label d'excellence Awa Sake, AWA, label d'excellence des sparkling, autorise dans son cahier des charges 2 méthodes, la seconde F1 en bouteille ou la Charmat. Et la Charmat, quand elle est démaîtrisée, le riz adore ça. Ouais, voilà. C'est intéressant ces bulles. Hein, avec le... Tu confirmes mon impression, là, sans la connaissance que tu as des sakés mousseux, c'est l'impression que j'avais par rapport aux dégustations qu'on a fait. Je sais pas, vraiment très impressionnant. Donc, il y a un sentiment peut-être. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Il y a peut-être une faculté, parce que je m'amuse à gazifier beaucoup de choses, la texture du saké, le côté peut-être un peu plus sucré qui lui permet de garder un peu plus les bulles, qui lui donne peut-être un effet presque de mousse. On n'est peut-être pas sur des bulles aussi fines, mais on trouve une texture dans la mousse. Alors, on peut retrouver ça sur certaines bières et c'est très intéressant. Et je pense que oui, il aime bien les bulles et il y a des jolies pistes pour le futur. Et j'espère qu'on rentrera là-dedans. L'œnologue Pascal Châtonnet, avec qui je travaille depuis 2011 et qui m'a aidé pour paper les molécules, même avant, quand je dis je travaille au niveau de l'élaboration des vins, tout ça, quand œnologue bordelais, mais aussi je suis en relation avec Pascal depuis longtemps et il m'a beaucoup aidé à comprendre la science, la biologie moléculaire pour pouvoir accoucher de l'harmonie moléculaire. Je me souviens d'avoir, ça me revient, là, j'avais complètement oublié ça, parce qu'on avait eu une discussion sur les cavas. Et Pascal, bon, dans le cava, des fois, on trouve des notes un peu, des vins mousseux d'Espagne, de Catalogne, on trouve des fois des notes de jute, des notes un peu amères. Là. Ça sent la jute, un peu la toile. Et Pascal disait, s'ils ajoutaient de l'acide aminé, ça changerait tout. Et tu vois, là, je viens de faire le lien avec... Ouais, j'avais jamais pensé. J'aurai une discussion une autre fois avec Pascal parce que je pense que c'est probablement là qu'est le secret de la méthode Charmat qui est réussitant au saké mousseux, c'est la présence des acides aminés dans le saké. Non, c'est clair. Complètement. C'est comme ça, complètement. Décidément, cette conférence pousse la créativité. Et c'est ça la vie. It takes two to tango. Hein? On a besoin d'échanger nos pensées. J'ai toujours dit, moi, notre pensée se structure dans l'échange avec les autres. Hein? Si on reste seul devant nos recherches, c'est bien, mais il manque cet échange-là où la pensée va se structurer et les idées vont naître aussi. Donc, c'est ça le siècle des idées. C'est que les gens parlaient beaucoup. Trop des fois, les gens parlaient. C'est vrai. Je vais parler peu, mais les images parlent. Mais bon, j'ai deux plats, parce que celui du milieu, ce n'est pas un plat, c'est tout simplement un ingrédient. Mes 3 harmonies, j'ai pris Tanaka tout simplement parce que je vis dans la peau depuis 3 ans tellement le projet Tanaka 1789 avec Chartier. Donc, j'avais envie de partager aussi cette expérience-là. Vous voyez ici dans mon verre, j'ai la cuve numéro 9 du Blend 001. Donc, je goûte encore, j'essaie de comprendre comment ils évoluent séparément. Cette bouteille-là est ouverte depuis presque 1 an dans le frigo. Et c'est magnifique. Je disais en ouverture, tantôt, on était hors ligne. À Nico, comment c'est beau, c'est anisé, c'est riche, ça commence à truffer un peu, c'est long en bouche, ça n'a rien perdu, au contraire. Le saké a une capacité de se garder ouvert, spécialement les Junmai, spécialement les Junmai Kimoto Yamaha. Ils ont une capacité de se garder ouvert dans la bouteille d'une façon incroyable. Donc, et je ne sais pas si Xavier était d'accord, mais les sommeliers osez ouvrir des bouteilles au restaurant puis vendre au verre, vous n'allez pas perdre la bouteille. 2-3 mois aisément. C'est vrai que pour l'instant, on n'ose pas encore. Mais là, je suis assez bluffé, hein, François. Franchement, bravo. 1 an au frigo,
chapeau. Chapeau. J'ai plein de bouteilles. Moi, je fais toujours des expériences. J'ai plein de bouteilles d'ouvertes. Il reste un fond, la demi, le trois quarts, tout ça, de tous les sakés. Et puis, je vois comment le saké se conserve. De temps en temps, bien sûr, il perd un peu de fraîcheur, mais il garde toujours presque toujours les Junmai, Kimoto, Yamaha. Là, on s'entend, là. Les Daiginjo, c'est une autre histoire. Ouais, les Daiginjo, s'ils ont un peu de sucre, ils vont garder, c'est un peu comme les sauternes, ils vont garder un côté sexy en bouche, mais ils vont avoir perdu la complexité aromatique. Et les Junmai, Kimoto, Yamaha, c'est assez intéressant. Bon, alors ici, dans le milieu, c'est du jamon, parce que je vis à Barcelone depuis 4 ans. Et le jamon, c'est le produit phare numéro 1 en Espagne, à Barcelone. Il y a différents jamons, des jambons ibériques, espagnols magnifiques. Et ici, on était chez Villa Viniteca, qui est le plus grand importateur-distributeur de vin de tous les pays en Espagne et un des meilleurs en Europe. Ça a été consacré je ne sais pas combien de fois, même dans la revue des vins de France. On était chez lui. Ce n'est pas notre importateur, mais c'est un des distributeurs de notre saké en Espagne. Mais il importe des produits, il vend des produits d'un peu partout, dont des jamons. Et ce matin-là, ça, c'était le World Sake Day, le 1er octobre, tiens. Donc, et on est en direct, et là, je goûte. C'est un grand bellota, là, magnifique, mais c'est riche en acides aminés tellement, et c'est riche en lactone. Et les sakés Junmai, Kimoto, Yamaha sont très riches en lactone, comme les lactones, c'est une famille de molécules aromatiques qu'on trouve beaucoup dans les chardonnays, spécialement les chardonnays bourguignons, le vent barrique, les grands meursault, les grands montrachet. Donc, mais un grand morceau à température 14-15 degrés avec du jamon comme ça, pas besoin de rien d'autre. C'est magnifique, là, une tranche de pain, de l'huile d'olive si on veut, mais ça va, hein? Donc, tout ça pour dire que les sakés, on voit souvent le caviar, les huîtres, mais le jamon aussi avec les junmai, c'est très, très grand. Il y a un côté noisette qui revient aussi, et dans le jamon, comme ça, noisette rôtie, qu'on trouve aussi dans ces types de sakés-là. Là, c'est le Tanaka, mais ça peut être un autre Junmai, Kimoto, Yamaha. J'ai fait l'expérience régulièrement parce qu'on boit du saké, pas seulement les nôtres, on boit des sakés de tout le monde parce que c'est bon. Donc, c'est la vie. À gauche, c'est un plat qu'on a fait pour une soirée autour de la truffe. Donc, on a fait tout un repas autour de la truffe et un des services, on avait mis le Tanaka, mais ça, c'est il y a 2 ans et demi, presque 3 ans. Donc, c'était le millésime 2017 qu'on n'a pas vendu. On avait fait seulement une petite quantité expérimentale. Donc, et on avait décidé d'amener des bouteilles juste pour l'événement. C'était pour la presse en Espagne. Et on a fait un plat avec le chef à l'hôtel Sofia au Bissau, avec Nicolas, un plat de katsuobuchi, qui est le thon, comment on appelle ça? La bonite. La bonite séchée, vous entendez, là, c'est dur comme la roche, un morceau de bonite, on dirait un morceau de bois. Il faut râper comme ça des flocons. C'est ce qu'on voit sur la photo, les flocons de bonite. Et la bonite, le katsuobuchi, partage exactement les mêmes molécules aromatiques que la truffe noire. Donc, aussi étrange que ça puisse paraître. Donc, on a fait un plat ici avec un peu de Parmigiano Reggiano, parce que le Parmigiano Reggiano partage les mêmes molécules que la truffe. Donc, et la truffe est au cœur du Junmai, Kimoto, Tanaka, Blend 001, lorsqu'il atteint à peu près 16 degrés, 18 degrés dans le verre. Quand il est très froid, à 6-8 degrés, il est beaucoup plus Sauvignon blanc, parce que le blend était fait comme ça, et plus Sauvignon blanc, plus anisé, donc qui permet de commencer le repas avec des trucs plus anisés, plus basilic, fenouil et compagnie. Et la température monte, il devient très lactone à 12-14 degrés, et après, la truffe commence à apparaître. Et là, on peut se permettre de jouer dans l'univers de la truffe. Ah oui, passionnant. Oui, mais encore une fois, c'est les températures. C'est un peu comme chauffer le saké, bien, ça permet une grande polyvalence pour le sommelier au restaurant. Bien, ce type de saké-là, Junmai Kimoto, permet aussi de le servir très froid et de laisser la température monter. On met la bouteille sur la table, on laisse la température monter, puis on fait le menu en conséquence. On peut avoir 3 plats ou 5 plats, dépend du type de restaurant, et d'avoir une gradation toujours avec la même bouteille. Ah, j'adore l'idée. Bravo. Ouais, bravo. Mais, merci. Mais bravo. Franchement, il faut écouter, hein? C'est toujours ça, hein? Il faut écouter le saké, comme tous les vins, ils ont quelque chose à dire. Il faut juste prendre le temps. Et les températures aussi jouent énormément, donc je pense que c'est important. À droite, c'est un unagi.
unagi est très connu. Les amateurs de cuisine japonaise, unagi, c'est l'anguille japonaise laquée, sauce soya, sucre caramélisé, un peu barbecue, souvent aux États-Unis et au Canada. On est à la limite là, entre les deux. Moi, je suis un grand fan d'unagi. On était chez Dos Palios à Barcelone, l'étoile Michelin, pendant 11 ans, le bras droit de Ferran Adrià, Albert Rich. Donc, on va à son restaurant. Il est marié à une japonaise, Tamae Imashi, qui est sommelière. Ils sont propriétaires du restaurant et ils font une cuisine. C'est pas une cuisine fusion, parce que j'aime pas le mot, mais c'est fusion dans le sens entre la Catalogne et le Japon. D'où Dos Palios en catalan, ça veut dire en espagnol, en catalan, c'est un restaurant catalan. C'est les deux bâtons, donc c'est les cure-dents pour manger les tapas et c'est les baguettes pour manger la cuisine. Ouais. Donc, j'ai eu la chance d'être invité pour leur 10e anniversaire. Ils ont fait un événement par mois avec un grand chef, Ferran Adrià, Albert Adrià, Massimo Bottura, Joan Roca, tout ça. Ils ont invité Mibu, mythique japonais de Tokyo, deux tables dans le restaurant, 2 tables de 4, pointe à la ligne. Selon Ferran Adrià, c'est le plus grand chef de l'histoire de la gastronomie. Donc, un par mois, et j'étais un de ces invités-là, un des mois. Je ne sais pas pourquoi, mais grâce à... merci, je ne sais pas qui, Bacchus. Mais j'ai pu créer un menu à partir de ma science. Et un des plats, avec Albert, par la suite, on est venu pour un événement et il m'a servi ça, il m'a complètement bluffé avec mon saké. Il a fait ça pour aller avec le Tanaka. C'était une harmonie parfaite à température élevée, autour de 14 degrés, parce qu'on va chercher, il y a un côté koshu dans ce saké. Ce n'est pas un koshu, ce n'est pas un saké vieilli 3 ans et mis en bouteille et vieilli longtemps, mais il va devenir un saké koshu avec le temps parce qu'il a passé 13 mois en fût, en cuve. Okay, ouais. Et donc, il est vacciné contre l'oxydation. C'est pour ça qu'il se garde ouvert aussi longtemps dans la bouteille et qu'il va vieillir 5 à 10 ans en bouteille. Quoi qu'il en soit. Il a un aspect un peu mellifère ou pas encore? Un aspect mellifère, un peu miellé. miellé. Oui, totalement. Ouais. Oui, un miel très jeune, miel très frais, floral. On n'est pas dans le miel de châtaigne ou de sarrasin. Comme on voit le koshu que tu as montré tantôt, Nicolas, qui sont beaucoup plus dans le miel de châtaigne. Ici, on est un miel tout fin, mais ça commence à mieller, les notes de poire, la température s'élève. Et avec ce unagi, c'était formidable, mais il nous a bluffé parce que ce n'est pas de l'unagi, c'est du tofu. Alors, c'était du tofu traité façon unagi. C'est incroyable. C'était fabuleux. Bien sûr, en bouche, j'ai dit, OK, unagi. Et là, plus je mangeais, la texture, tout ça, je disais, attends une minute, il se passe quelque chose là. Mais on n'arrivait pas à cerner. Puis l'accord était sublime et c'était du tofu. Mais ça, c'est des grands créateurs. Eux, ils sont dans le néo-sushi. Donc, ça veut dire prendre des trucs qui existent et les transformer à la façon El Bulli, décortiquer, essayer de reconstruire en ne perdant pas l'essence, l'ADN du produit. Donc c'est grande harmonie, grand plaisir. Mais retenez, produits laqués, sauce soya, érable ou sauce soya, sucre brun, laqué, anguille, genre, avec ce type de produit à température un peu plus élevée, c'est très, très beau. Donc, voilà. On pourrait parler pendant des heures. Hein? Oui. C'est clair. Je vais passer par-dessus, Nico, parce que le temps passe, mais sachez que le prochain masterclass, le 22 février, je crois, on consacrera le masterclass complètement à la science d'harmonie moléculaire versus le saké. Donc, ça veut dire analyser les différents types de saké, Junmai Daiginjo, Koshu et compagnie, Nigori et tous les types de saké à partir de la science d'harmonie moléculaire et quels sont les ingrédients complémentaires pour faire des harmonies avec ces types de saké-là. Après ça, il y a toujours des petites subtilités, mais on va passer ça et on fera des dégustations en direct de saké et d'ingrédients pour l'exprimer. Donc, on invitera les gens, on publiera une liste de types de saké à acheter, on laissera les gens acheter des marques qui veulent bien. L'idée, c'est d'avoir un saké Junmai avec tel ingrédient cru et pouvoir suivre en direct. Donc, on fera ça. Je pense que c'est le 22 février. C'est bien ça, Nico? Oui, tout à fait, 22 février. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as encore, je ne sais pas s'il y a des questions, as-tu encore 5-10 minutes, Xavier, à ton horaire? Avec plaisir, avec plaisir. Je ne sais pas s'il y a des questions, Nico. Est-ce que c'est toi qui gères le…
Ah là là. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on est là. Je te dis ça tout de suite. Sur Facebook, messieurs, il n'y a pas de questions. D'accord. On prendra les questions. Je ne sais pas s'il y en a par Zoom. Si jamais il n'y a pas de questions, comme la vidéo est enregistrée, elle sera sur Facebook. Elle est déjà sur Facebook, mais elle y restera. Et elle sera aussi sur notre sakégraphie, sur le site Tanaka 1789 X-Chartier. Donc, les gens peuvent communiquer avec nous autant sur la CSP, les questions directement sur le site. On partagera sur nos réseaux sociaux. Et puis, Xavier, il nous reste juste à te dire un grand merci de ton temps, de ton expertise, ton expérience. Vraiment, il faudra remettre ça parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, il y a encore beaucoup de choses à explorer. Mais absolument. Présent aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et voilà, effectivement, je crois que la gastronomie aussi canadienne, les clients québécois canadiens, je pense, vont être très surpris. Oui. J'ai eu l'occasion de m'y rendre une fois et j'ai adoré le pays. Vraiment, les Canadiens sont très accueillants, très chaleureux. Et je pense qu'il y a effectivement une vraie synergie entre l'énergie du saké japonais qui est en train de se développer et l'énergie des Canadiens. C'est un pays ami, évidemment. La France et le Canada, hein, on ne va pas inventer ça. Donc, on s'apprécie beaucoup les uns et les autres. Donc, merci à tous. Et puis, peut-être à très vite à Paris. Et tout ce qu'on se souhaite, c'est de justement faire un jour une petite tournée canadienne, Montréal, Toronto, Vancouver, qui sont des villes phares au niveau du saké, et de faire des événements ensemble avec toi, Xavier, et bien sûr d'aller te voir à Paris. Et on te dit merde pour la réouverture, en espérant que ça sera le plus tôt possible, de façon sécuritaire pour tous, et que vos fans, vos clients pourront recommencer à jouir de ton savoir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci bien. Merci Nicolas. Merci beaucoup Xavier, merci François. Ciao, à bientôt.